vous souhaitons la bienvenue ce soir. Ce soir, c'est une première à plein de, je dirais, plein de sens pour Sylvia Ratiné qui nous propose ce soir, qui va nous donner sa première conférence. Donc, qui s'intitule, comme vous l'avez vu, sans doute quand vous en avez été informé, le rôle du tamoul dans le processus de créolisation. Alors, Sylvia Ratiné est née à Pondichéry. Elle est arrivée à l'âge de 4 ans à La Réunion. Et elle se met et continue à garder la pratique du tamoul grâce à sa mère et à la petite communauté tamoul de l'île. Elle ne parle pas forcément le créole quand on était à l'école à notre époque, puisque je suis de sa génération. Nous n'avions pas l'habitude, n'est-ce pas, de nous exprimer. Il nous était formellement interdit d'ailleurs de nous exprimer en créole. Donc ce sont des choses qu'on va acquérir par la suite, des éléments de langage, et Sylvia va devoir s'imprégner de cette culture créole et de cette langue créole, car elle est orthophoniste de profession. Elle apprend donc le créole bien plus tard, pour des besoins professionnels. Quelques décennies plus tard, elle va donc se lancer dans des études de linguistique. Elle est diplômée d'un master de linguistique appliquée et générale. Elle nous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, avec des spécialités linguistiques qui sont les dysfonctionnements langagiers. Elle peut travailler notamment sur les phénomènes neurolinguistiques mis à jour lors de l'élocution donc lexicale, sur des enfants bilingues. Elle travaillera sur donc cette expression des enfants bilingues. Elle nous propose aujourd'hui le résultat d'observations, de pratiques et de recherches qui vont permettre d'établir des liens entre tamoul et créole réunionnais. Donc nous pouvons déjà applaudir et remercier déjà Sylvia. Bonsoir. Donc voilà, je vais commencer en vous partageant quelques petites observations et anecdotes en guise d'introduction. Donc déjà, quand on m'a demandé de faire cette petite allocution, on m'a demandé d'en donner un titre, de lui donner un titre. Et je ne trouvais pas de titre, ça ne me venait pas, et ça m'est venu en créole. Et je proposais causer réunionnais, métissé pareil de monde. Mais on m'a tout de suite gentiment demandé de mettre un titre en français pour que ce soit plus fédérateur, pour que plus de monde comprenne, etc. Et ça va mettre tout de suite l'accent sur le fait que le créole, encore maintenant, reste une langue considérée comme une langue qui n'est pas médium de transmission de connaissances, transmission d'enseignement, etc. On y reviendra. L'autre remarque, c'est que quand j'ai mis un titre en français, ça a été le tamoul a-t-il influencé le processus de créolisation. Donc ce n'est pas du tout la traduction littérale du premier titre. Et ça permet de pointer une deuxième chose, c'est que quand on passe d'une langue à l'autre, eh bien, on change de paradigme, on pense différemment, on change de monde en fait. Donc quand des gens doivent apprendre une langue comme ça rapidement, comme les engagés ou comme les esclaves ont dû le faire, ce n'est pas simplement en superposant des mots, ce n'est pas si facile que ça. Troisième petite remarque, on a partagé donc l'information de ce petit événement sur Facebook, et donc des amis ont partagé, etc. Et j'ai eu un petit commentaire de Mumbai, donc un Indien de Mumbai qui me disait c'est pertinent comme recherche, parce que si la nourriture a influencé à ce point les habitants de l'île, pourquoi est-ce que la langue ne l'aurait pas fait? Et un autre commentaire de La Réunion sur la page de quelqu'un d'autre qui a mis « n'importe quoi, pauvre Réunion ». Donc, ça, sans plus d'arguments, mais ça montre quand même aussi que il y a des groupes sociaux auxquels on n'a pas forcément envie d'être rattaché. Hein. C'est une histoire de désirabilité sociale. Les gens préfèrent à la limite être attachés au groupe dominant français, se dire que le créole c'est du français, même si c'est du français mal parlé, que de se dire que il peut être tel qu'il est parce qu'il a subi d'autres influences. Voilà, c'est mes premières observations. Alors quand même, quand on se lance dans une question comme ça, il faut s'appuyer sur des travaux antérieurs. Et les travaux antérieurs sur lesquels je m'appuie sont issus des sciences du langage d'abord. Donc Patricia vous a dit que j'ai donc un master de linguistique. Donc
c'est de licence du langage aussi. Et on a travaillé sur les apprentissages de langue chez les enfants ou les adultes qui arrivent, les immigrés qui arrivent en métropole, qui doivent apprendre le français, etc. Et on s'aperçoit que surtout quand c'est des adultes et surtout quand c'est un apprentissage juste par contact, eh bien, on l'apprend toujours avec le prisme de sa langue première. On n'arrive pas comme ça, on ne dépose pas sa langue au vestiaire pour être totalement vierge et apprendre une nouvelle langue. Donc, pourquoi la langue de 62 000 personnes qui seraient arrivées sur l'île n'aurait pas eu une petite influence sur ce qui était parlé à l'époque ici? Deuxième support, c'est la psychologie cognitive. Donc on sait depuis Piaget, donc depuis quand même, disons 1950 à peu près, qu'un apprentissage comporte 3 temps. Il y a une phase d'assimilation, donc on acquiert les connaissances qu'on doit prendre. Puis il y a une phase d'accommodation, donc ces connaissances-là, on les ajuste avec les connaissances qu'on a antérieurement. Et après, il y a une phase qui s'appelle l'intégration, où tout ça se stabilise. Donc l'apprentissage d'une langue, c'est un apprentissage aussi, donc il va passer par ces 3 phases. Et puis, en sociolinguistique aussi, hein, on a travaillé il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur le créole, le sentiment créole et l'identité créole, etc. Et donc, il y a en particulier une étude de Thibert, 2012, qui dit que lorsqu'on demande aux Réunionnais de citer 3 critères de créolité, le premier qui leur vient, c'est la langue. Bon, c'est pas le plus nombreux en fait, parce qu'il y a plein d'autres critères. Quand on les réunit, ça fait l'alimentation et ça a 50%. Le créole, il aime bien manger quand même, mais la langue est citée en premier. Donc, on ne peut pas penser qu'une langue juste mal apprise, parce que certains linguistes ont dit que le créole c'est juste une approximation du français, mais que ce n'est pas vraiment une rencontre de langues. Donc on ne peut pas vraiment imaginer que juste un français mal appris, qu'on apprend depuis presque 100 ans à l'école maintenant correctement, pourrait générer un sentiment d'identité s'il n'y avait pas quelque chose de fort au niveau du vécu derrière. Voilà. Donc, et j'aimerais aussi, il y a cette belle phrase de Karpana Marimutu que vous connaissez sûrement, qui dit « Les apports indiens se sont intégrés dans ce vaste mouvement d'adaptation, d'emprunt et de don, de fusion, de négociation, que l'on appelle la créolisation. Leurs rêves se sont mêlés à d'autres rêves, leur langue à d'autres langues, leurs désirs à d'autres désirs, leurs fêtes à d'autres fêtes, leurs rites à d'autres rites. » Donc il y a un mot très important là-dedans, c'est vraiment l'emprunt et la négociation. Il y aura tout le temps une négociation, on va voir que le tamoul va influencer le créole, mais que le créole va influencer aussi la manière dont les tamouls parlaient, et ils vont se mettre à parler comme les créoles pour être compris, et puis maintenant c'est acquis. Et le tamoul a quand même complètement disparu à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau phonémique, au niveau sémantique, etc. Donc, il y a aussi cette phrase de Laurence Pourchet, qui est une chercheure aussi qui a beaucoup travaillé sur le créole, et elle dit « Être créole, c'est parler la langue créole, la posséder en tant que langue première, langue maternelle. Le biologique et le social sont donc ici indissolublement liés. Le même mot désigne en outre une langue issue du contact de plusieurs peuples, l'appartenance à une communauté culturelle et l'espace dans lequel les individus évoluent. L'appartenance à une communauté. » Bon. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont parlé de cette rencontre de langues possibles. L'objectif de ce travail, c'est de proposer quelque chose de plus linguistique que sociolinguistique, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sociolinguistique, le sentiment créole, etc. Là, on va vraiment sortir des classifications, des comparaisons vraiment français et créole, qui sont finalement assez minorantes pour le créole. On va dire c'est une langue où il n'y a pas le verbet, c'est une langue où il n'y a pas la conjugaison à la fin des verbes, etc. Parce qu'on compare au français, si on compare à une autre langue, on peut voir que ça fonctionne et que ce ne sont pas des langues
mineur, loin de là. Donc, voilà, je pense que la souffrance aussi du créole à ne pas parler une langue adaptée alors même qu'il est chez lui, ben, cette souffrance commence à se dire. Et dans les travaux scientifiques jusqu'à maintenant, on n'en parle pas, c'est lié, c'est lissé, bon, on étudie ça de manière très clinique, mais sans vraiment prendre en compte cette souffrance. Mais elle se dit, et puis maintenant, on revendique un peu la légitimisation de sa langue et de ses origines, et c'est très bien. Donc, pour commencer, on va faire... alors, j'avais une petite référence, si jamais ça vous intéresse. Il y a... voilà... je vais mettre le truc. Là, en bas, là, vous voyez, il y a une référence, une petite vidéo d'une jeune fille qui a gagné un concours d'éloquence Fonker-Zarlor. Donc, elle explique très très bien... la souffrance de jamais parler comme il faut, en fait. Hein, qu'elle parle en lit, qu'elle parle en lu, qu'elle parle français, qu'elle parle créole, c'est jamais forcément bien accueilli là où elle est. Et c'est bien, et je vous invite à aller voir parce qu'il n'y a pas Internet, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc, en première partie, on va quand même remettre le créole dans une vision un peu diachronique, c'est-à-dire dans le temps, à travers le temps, parce que la créolisation, c'est un processus, donc un processus s'inscrit forcément dans le temps. Et comme vous devez le savoir, au début, il y avait une société d'habitation, hein, quand l'île a commencé à être colonisée. Il y avait quelques blancs qui sont venus avec quelques esclaves et qui vivaient tous ensemble. Donc voilà, les esclaves apprenaient le français comme ils pouvaient, avec leur filtre perceptif, mais apprenaient à peu près un français simplifié, mais voilà. Puis après, il y a eu la société de plantation à partir de 1715. Et il y a eu à peu près 50 000 esclaves noirs qui sont arrivés en 100 ans. Donc ça a quand même chamboulé complètement. Et donc à partir de 1830 et jusqu'à 1880, donc il y a eu des engagés indiens du sud-est de l'Inde, du Tamil Nadu plus particulièrement, mais aussi un petit peu du Kerala, un petit peu de l'Andhra Pradesh. Ça reste des langues dravidiennes, des langues du sud de l'Inde. Il y a une petite intercompréhension entre ces langues, hein, même si ce n'est pas toujours exactement la même langue, ils se comprennent. Donc, à chaque mouvement de population, ben, il y a eu des modifications, des accommodations, des négociations, comme on a dit tout à l'heure. Donc, Thibert le redit dans son exposé de 2012, elle dit que les nouveaux arrivants, appelés Malbars, se créolisent et influencent en retour les premiers ensembles créoles. Donc, il y avait effectivement un créole sur l'île, mais ce n'est pas tout à fait le même que celui qui est parlé aujourd'hui, et on va en voir quelques exemples. Bon, voilà, c'est une petite frise pour ceux à qui ça parle mieux. Donc, les premiers colons n'étaient que 212, puis voilà, c'est monté assez vite. En 1865, il y avait 175 000 habitants sur l'île. Et sachant qu'en 1948, on a libéré 62 000 esclaves et qu'après, il y a 62 000 Indiens qui sont arrivés progressivement. Donc, ça fait tout ça. Donc, comment le causer, comment le parler a évolué à La Réunion, qui n'était pas encore La Réunion, bien sûr. Donc, on a toujours considéré que c'était une langue minorée, une langue vernaculaire, diglossie. Bon, c'était différents termes, je vais les expliquer. Donc, une langue minorée, ça s'oppose à la langue de culture. Donc, c'est une langue qui servait à la communication basique et immédiate. Il y a une historienne, Hazel Massieu, qui explique que jamais dans la tête des Blancs de l'époque, on a pu imaginer que ça pourrait être une langue qui se construisait activement en suivant des règles propres, etc. Parce que ils imaginaient que les gens qui étaient là, que les esclaves, n'étaient pas capables d'inventer une langue ou de créer une langue ou d'en générer une. Il y a même quelqu'un qui a dit à l'époque regardez ce que notre belle langue française devient en passant par ses cerveaux et ses gosiers noirs. Donc ça montrait vraiment ce que pensaient les gens de l'époque. Un linguiste mauricien, un blanc bien sûr, un linguiste mauricien
avait même fait une petite plaisanterie dans son livre, dans son traité de linguistique mauricienne, en disant, c'est vrai qu'il n'y a pas de verbe être comme copule, c'est-à-dire pour séparer un sujet et un attribut. En tamoul, il n'y a pas de verbe être, comme en latin d'ailleurs. Hein. On peut dire que ce n'est pas forcément des langues nulles pour autant, mais voilà, il a fait une petite blague disant heureusement que Descartes n'était pas indien, parce que il aurait dit je pense donc je, et puis il n'aurait pas pu dire suis, donc il serait resté bloqué à je pense donc je. Voilà, donc pour dire que quand même voilà, les gens ne pouvaient pas imaginer que des Noirs puissent générer une langue. Donc on a parlé aussi de langue vernaculaire. On a parlé de langue... Qu'est-ce qu'il a dit ? Bon. Parler de langue vernaculaire par rapport à véhiculaire. Donc une langue vernaculaire dans un pays donné, c'est une langue qu'on parle que dans une région. Donc effectivement, si on se place du point de vue de la France, le créole c'est une langue vernaculaire puisqu'on ne le parle qu'à la Réunion. On voit bien que le point de vue est encore franco-centré, parce que si on se place du point de vue de la Réunion, bah, c'est une langue véhiculaire puisque tout le monde la parle à la Réunion. Donc voilà, il y avait un parti pris de volonté de minoration. On a parlé aussi de diglossie. Bon, la diglossie, elle existe en tamoul, elle existe en arabe aussi. C'est quand vraiment la langue écrite et la langue orale sont vraiment très différentes. Hein, donc, on a considéré que le français c'était la langue de culture qui pouvait s'écrire, et qu'elle était effectivement très différente du créole, donc, mais que le créole c'était quand même malgré tout du français. Alors les engagés qui arrivaient, eux, ils se sont glissés très facilement dans cette situation de diglossie, puisqu'ils la vivaient aussi en Inde. Hein. C'était pas des lettrés qui venaient, qui écrivaient ou qui parlaient le haut tamoul. Donc voilà, ça a confirmé, ça a conforté cette classification. Et on a aussi encore un point de vue franco-centré. On a parlé à l'intérieur même du créole d'acrolecte et de basilecte, l'acrolecte étant le créole le plus proche du français, donc le mieux, et le basilecte le créole le plus éloigné, donc le moins bien. Donc bon, on va voir que le plus proche et le plus éloigné, c'est juste que ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'ont parlé, hein, et puis ce n'est pas autre chose que ça. Donc je ne sais pas si on voit quelque chose là. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour trouver le créole qu'on parlait avant l'arrivée des Indiens. Donc ça c'est extrait d'un livre qui raconte l'histoire d'un blanc qui va à la recherche de noirs marrons. Et voilà, donc il transcrit les paroles. Donc prends garde moussier, vous y va blesse à vous, n'en a air partout. C'est pas tout à fait le créole de maintenant. Voilà, là aussi, hein. N'a point moussier, zot blanc n'a pas capable de joindre à nous, du monde y connaît pas où ça nous y dort. Voilà, hein. C'est plus, ça sent plus l'influence africaine que l'influence indienne, c'était avant l'arrivée. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution dans la langue et sans doute une influence. Hein, là c'est pareil, bon, je sais pas, je vous laisse lire un petit peu. Mais, et par opposition, j'ai trouvé une petite fable en créole. Bon, alors c'est écrit, c'est pas écrit avec l'écriture du créole qu'on a adopté maintenant, c'est écrit en créole étymologique, comme on appelle ça. C'est-à-dire que les mots français sont écrits plus ou moins en français. Et j'ai mis en couleur ceux qui me semblent avoir subi une influence indienne. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ça va être dit après. Mais voilà, il y a quand même pas mal de mots, d'expressions, de relexifications. C'est des expressions indiennes qui sont traduites littéralement en créole. Enfin, voilà. Hein, donc il y a quand même pas mal de choses.
Donc maintenant on va parler de ce qu'est une langue, hein, puisqu'on a un peu dénié au créole le statut de langue. Alors qu'est-ce qu'une langue? Qu'est-ce qu'un créole? Qu'est-ce que c'est que cette créolisation? Donc une langue, c'est un système de communication basé sur des signes. Les signes peuvent être gestuels, quand c'est la langue des signes, ou oraux, verbaux. Se compose de signes qui sont organisés selon une grammaire et des règles de fonctionnement qui sont propres à la langue et qui permettent aux gens de la même communauté linguistique de se comprendre. Donc, quand on parle de signes, les signes, on les définit comme un signifiant sur un signifié. Bon, c'est un peu de la linguistique. Le signifiant, c'est le son qu'on produit, et le signifié, c'est le sens, pour dire les choses simplement. Mais donc, les sons qu'on produit, ce sont des éléments qui sont propres à la langue. Donc les sons de l'arabe, par exemple, les Français ne peuvent pas le faire. Le son du français, le tamoul ne peut pas forcément le faire. Les sons du tamoul, le français ne peut pas forcément les faire. Pas tous, du moins. Donc ça crée une difficulté quand même quand on apprend une langue très différente de la sienne. Et les sons, alors il y a des sons qui vont être pertinents dans une langue et qui ne vont pas être pertinents dans une autre langue. C'est-à-dire que, par exemple, en français, si on dit pas et bas, c'est deux sons qui s'opposent. Le peu et le be, c'est pas la même chose. On sait qu'on ne dit pas la même chose. Si je dis un pas et un bas, ça a deux sens. En tamoul, peu et be, c'est la même chose. Donc imaginez des gens qui arrivent en parlant une langue où peu et be, c'est la même chose, qui doivent apprendre le français, ou les problèmes de communication et inversement. En tamoul, par exemple, le te et le te, c'est pas la même chose. Hein, si je dis à te, je dis la tente. Si je dis à te, je dis le carton. Donc c'est quand même pas tout à fait pareil. Alors que si en français je dis je bois du thé, bon, on va dire elle parle un peu bizarrement, mais tout le monde comprend que j'ai bu du thé. Hein, donc ça ne crée pas une confusion au niveau du sens. Donc chaque langue a ses traits pertinents et le tamoul n'a pas du tout les mêmes traits pertinents que le français, ce qui va quand même poser des soucis. Après, donc là c'est le signifiant et le signifié c'est le sens. Le sens c'est pareil, le sens n'est pas le même quand on se met dans une langue ou dans une autre. Si je dis riz à un Français, à un créole, à un Indien ou à un Japonais, ça va pas évoquer la même chose. Hein, pour un Indien, c'est carrément quasiment le repas, quoi. Si le riz, c'est presque synonyme de repas. On peut presque, pour un Français, c'est quelque chose qu'il mange, il en mange 2 cuillères 2 fois par mois, et puis voilà. Enfin, ça n'évoque pas la même chose. Si je dis neige à un Esquimau ou à un créole ou à un Saoudien, ça n'évoquera pas le même sens, même si le mot reste le sens, le noyau du sens reste le même, mais tout le vécu, tout le ressenti et tout le sens qu'on donne n'est pas le même. Et puis dans la phrase, il y a aussi tout ce qui est accent, prosodie, intonation et tout. Et le créole se base beaucoup sur l'intonation du tamoul et pas sur l'intonation du français, ce qui crée des problèmes particulièrement lors du passage à l'écrit. Moi, je le vois comme orthophoniste, les enfants n'arrivent pas forcément à bien découper la phrase. Et ça m'a beaucoup posé question pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai l'information que la prosodie, vraiment, permet de découper la chaîne parlée. C'est comme ça que le bébé apprend à différencier les différents mots d'une phrase. Quand la maman parle, elle dit toute une phrase. Et ils sont sensibles, dès les premières semaines, à l'accentuation de sa propre langue. Les enfants sont sensibles à l'accentuation de leur langue et c'est ce qui leur permet de découper le mot. Hein, si on sait que l'accent est à la fin pour le français, quand il entend l'accent, il sait que là le mot est fini, qu'il y aura un autre mot qui commence. Et en créole, on accentue la première syllabe et pas la dernière syllabe. Donc le découpage ne se fait plus du tout de la même façon et c'est un problème qu'on ne prend pas en compte du tout dans l'apprentissage du français. Donc, qu'est-ce qu'un créole? Donc, il y a un auteur qui s'appelle Kim, qui a travaillé dessus longtemps, puisque j'ai trouvé ces informations dans des travaux de 1984 à 2005. Donc, les conditions pour qu'un créole apparaisse, il faut qu'il y ait un rassemblement dans un même territoire d'une population multilingue dans des conditions extraordinaires.
bon, le peuplement de l'île par des esclaves ou des engagés, c'est une condition extraordinaire. C'est des gens qu'on arrache un peu à leur conditions de vie, qui viennent dans un pays étranger, qui parlent une langue étrangère, qui mangent différemment, qu'on met au travail de manière un peu dure. Donc le groupe humain européen impose sa variété linguistique au groupe dominé, qui n'a pas d'autres moyens de communication. Bon, à La Réunion, on le sait, hein, donc les gens étaient séparés, on ne laissait pas sur les exploitations des gens qui parlaient la même langue à côté. On intercalait les gens pour qu'ils ne puissent pas communiquer dans une langue autre que la langue du maître, qu'il n'y ait pas de révolution ou de rébellion, etc. Donc l'urgence sociale entraîne un recours forcé à la langue du groupe dominant, parce que d'abord il faut comprendre les ordres, mais il faut aussi communiquer entre soi. Donc il faut absolument se lancer à parler même si on ne sait pas. Le déséquilibre démographique entre le groupe dominant et le groupe dominé entraîne une rupture dans la transmission de la langue dominante. Donc ce que je disais en introduction, s'il y a beaucoup plus de gens qui parlent autre chose que le français du maître, et ben ça va devenir finalement une norme. Voilà. Et ce déséquilibre dure assez longtemps pour qu'émerge une nouvelle langue, et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'il y a un créole, et ce créole s'autonomise par rapport à la langue première qui est le français. Alors, comment se constitue le créole? Là, quand je dis ça, je ne rentre pas dans les considérations trop linguistiques, mais voilà, il y a quand même une dynamique d'appropriation. Dans cette dynamique d'appropriation, les gens vont apprendre surtout des mots qui ont du sens plein, c'est-à-dire des noms, des verbes à l'infinitif et des choses comme ça. Il n'y aura pas trop de grammaire parce que c'est pas l'urgence et il n'y a pas vraiment le temps de décoder les règles de grammaire, etc. Ensuite, ça va se stabiliser. Il y aura un petit peu de grammaire avec des réductions et des simplifications. Donc il y a des missionnaires qui témoignent que c'était les verbes à l'infinitif, etc. Bon, avec des petits compléments pour dire si c'est le présent, le passé ou le futur. Bon, c'était le moyen de communiquer. Et ensuite, il y a une dernière phase qui est l'expansion et qui regrammaticalise ce parler qui est un petit peu simplifié. Donc on a ces 3 temps. Et quand on a, pendant que se passent ces 3 phases d'apprentissage, la langue 1, c'est-à-dire la langue qu'un groupe parle suffisamment, enfin, quand il y a assez de gens qui parlent la même langue, cette langue 1 peut jouer un rôle de substrat, donc de support. C'est-à-dire on va penser un mot en tamoul et on va le traduire en français ou en créole, enfin on va trouver l'équivalent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait assez de gens qui parlent la même langue et qui puissent penser pareil. Sinon, ça ne dure pas. Donc, il y a 2 théories concernant la genèse des créoles. Il y a une théorie gradualiste. Bon, c'est la théorie de M. Chaudenson qui dit bon, c'est une approximation d'approximation. Donc, pour lui, comme il n'y avait pas d'habitants sur l'île, il n'y a pas eu de rencontre de 2 langues. Alors que c'est un peu joué sur les mots, parce que c'est vrai qu'habituellement, le créole, c'est la rencontre de la langue des colons avec la langue des autochtones. Et bien, il n'y avait pas d'autochtones ici, donc pour lui, il n'y a pas eu cette rencontre de langue. Et donc pour lui, les premiers ont un peu mal appris, et les autres ont mal appris avec ceux qui avaient mal appris. Voilà. Donc c'est une approximation d'approximation, et voilà. Et puis, il y a une autre théorie qui postule qu'on s'appuie sur la langue qu'on connaît d'abord et puis qu'on la relexifie, c'est-à-dire on traduit les mots et où on utilise la même grammaire. Donc à La Réunion, c'est plutôt les mots qu'on a traduits et quelques points de grammaire qui sont restés comme le tamoul. Je vais en parler après. Donc pourquoi, malgré tout ça, on continue à hésiter à considérer que le créole est une langue à part entière? Par exemple, à Maurice, il n'y a pas de problème. On considère que le créole mauricien est une langue et c'est leur langue nationale.
Et à La Réunion, non. Parce que Maurice, c'est une nation, et nous, on est à l'intérieur de la France. Donc, ce n'est pas une langue véhiculaire, elle n'est pas parlée partout, et donc on continue à penser que ce n'est pas une langue. Pour qu'une langue se détache de sa langue d'origine, il faut qu'elle se distancie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que celui qui parle la première langue ne puisse plus comprendre la deuxième langue. C'est-à-dire que à un moment, si le français ne peut plus comprendre le créole, on va dire que le créole s'est distancié et qu'il est une autre langue. À Maurice, c'est un peu le cas, c'est-à-dire un français qui écoute du créole mauricien comprend quand même pas grand-chose. Hein, et alors qu'ici, on comprend. Et donc, mais en même temps, on apprend continuellement le français, les langues sont continuellement en contact. Donc, il n'y a pas cette distanciation. Et puis on peut aussi dire qu'une langue se différencie de sa langue d'origine par élaboration, c'est-à-dire quand vraiment elle devient une langue qui est officielle, qu'on va utiliser à la télé, qu'on va utiliser dans les journaux, qu'on va utiliser au tribunal ou dans les médias. Là, on va considérer que la langue commence à s'élaborer, qu'elle va commencer à être une langue. Et ça, on voit que le créole, il commence à le faire un peu. On l'entend à la radio, dans les pubs, il y a des spectacles, il y a des livres qui commencent à s'écrire en créole. Donc, on va peut-être y arriver par ce biais-là. Donc, nous abordons maintenant la troisième partie. Donc, finalement, entre le tamoul, le français et le créole, quels sont les mécanismes qui ont pu entrer en contact et en œuvre? Donc, selon Chaudenson, je l'ai dit, hein, le créole, c'était à partir de 1725. Pour lui, avant ça, c'était le bourbonnais, et à partir de 1725, il y avait un début de créole. Et ce sont ces créoles-là, vers 1721, qui sont partis à l'île Maurice pour apprendre le français aux esclaves qui arrivaient à l'île Maurice, parce que la colonisation de Maurice a commencé un petit peu plus tard que celle de la Réunion. Et donc, c'est le français que parlaient certains esclaves qui a servi de modèle aux Mauriciens. Et on voit quand même que ça a quand même beaucoup divergé entre le créole mauricien et le créole réunionnais. Bon, le français du XVIIe siècle, c'était pas non plus le français qu'on parle maintenant, hein, c'était une langue qui était parlée surtout à la cour, et qui a bénéficié du soutien de la cour, du roi, etc., et qui s'est érigée en langue, mais bon, il y avait plein d'autres patois, il y avait plein d'autres dialectes, et ceux qui sont venus à La Réunion ne parlaient pas forcément le français de la cour quand ils sont venus. Et après, il y a eu d'autres arrivants plus tard, quand il y a eu vraiment les plantations de café, l'attribution de terres aux cadets de famille, tout ça. Bon, il y a eu d'autres choses aussi que les dialectes. Il y a eu un peu tout, en fait. Pour ce qui est du tamoul, il y a à peu près 66 millions de locuteurs seulement en Inde et au Sri Lanka, plus une importante diaspora tamoulophone à travers le monde, et aussi une diaspora tamoul non tamoulophone comme à La Réunion. Donc c'est une langue qui est beaucoup parlée. Je n'ai pas parlé de la phonologie du français et tout, parce que bon, je pense qu'on le connaît. Pour le tamoul, pour faire les choses un peu rapidement, pour vous montrer quand même les différences, en tamoul on a 5 voyelles longues et 5 voyelles, les mêmes voyelles courtes. Donc on va avoir le A, O, et c'est pas la même chose. Si dans un mot il y a un A, c'est pas la même chose que s'il y a un A. Donc quand les Tamouls sont arrivés ici, qu'ils ont dû apprendre, ils ont dû désapprendre ça. Hein. Et il y a 3 degrés d'ouverture de la bouche. Donc on a un grand A, un moyen A et un petit A. Et tout ça, ce sont des traits pertinents. C'est-à-dire que si on se trompe de mot. Donc bon, alors ça a disparu du créole parce que ce n'était pas du tout perçu par les Français, donc, ou par les créoles, donc ça a disparu. Hein, l'allongement des voyelles, on l'a conservé un peu, mais pas comme porteur de sens. Et on a encore quoi? On a donc par exemple le son U qui n'existe pas. Le son U n'existe pas en tamoul.
Donc les gens disent plutôt ou que u. Enfin, quand ils entendent u, ils disent ou. Le son ou, lui, il devient e à la fin d'un mot. Parce qu'en fait, on accentue la première syllabe, et s'il y a un ou à la fin, ben, il devient e. Par exemple, l'église, hein, le temple, koilu, à l'écrit, ça va faire koilu, mais quand on prononce, on dit koile. Et finalement, par exemple, ici, quand on a voulu l'écrire, on a écrit aussi bien koilu que koil que kovil, parce que le OI, c'est pas facile à prononcer. Donc voilà, c'est pas l'intercompréhension et le passage d'une langue à l'autre avec des sons et des règles de grammaire qui ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas évident. Donc il n'y a pas de U, il n'y a pas de UI non plus, du coup. Il n'y a pas de EI, il n'y a pas de AE, DEO. Donc par exemple, quand on entend le mot créole, ben, les Tamouls vont dire créole, parce que le IE c'est une consonne, et en mettant le IE entre le E et le O, ben, c'est prononçable. J'ai une petite nièce qui s'appelle Gaëlle, ma mère a toujours dit Gaëlle, elle n'a jamais réussi à dire Gaëlle, donc c'est encore comme ça. Donc de ce fait, par exemple, réunion, ben, ça va devenir réunion. Il y a pas, le U est difficile, donc il saute. En plus, il y avait une double voyelle et U, donc le U s'en va. Et puis le I-on, c'est aussi deux voyelles, on les réunit en ion, réunion. Voilà, c'est plus facile à dire que réunion. Le son E n'existe pas, le son E n'existe pas, il devient E ou O. Donc le E, par exemple, quand le tamoul entend le, lui, il dit les, donc, ou l'eau, voilà. Donc, vous voyez, ben, les difficultés, quand je commençais à travailler dans les années 80, ben, si on disait aux enfants, ben, il y a les, donc, que les chiens, c'était pluriel, parce que lui aussi, il disait les chiens, et c'était le chien, en fait. Hein, donc, c'est pas... Il y avait quand même pas mal de difficultés d'adaptation entre les deux langues. Les voyelles suivies d'une nasale sont nasalisées. Alors, en fait, on n'a pas de nasale en tamoul écrit, mais en tamoul parlé, on produit des sons nasaux, mais qui sont des relâchements, en fait. Au lieu de dire A, en fin de mot, on va dire un, parce que le 1 est articulatoirement plus facile à dire que A. Un A c'est tendu, un c'est relâché. Donc, c'est pour ça que, par exemple, des noms de famille, on le voit dans les noms de famille ici, par exemple, celui qui s'appelle Rama, eh ben, il devient Ramin. Narayana, ça devient Narayana. Donc, mais c'est ce qu'on faisait aussi quand on parlait en tamoul. Hein. C'est pas juste ici, mais voilà. Il y avait donc, les noms de famille, quand ils ont été retranscrits, ben, ils ont été retranscrits comme les Français entendaient ce que les Indiens disaient. S'ils entendaient un, ben, ils mettaient un, s'ils entendaient A, ils mettaient A, etc. Alors, et puis cette nasalisation, on la retrouve en créole, par exemple, quand on a le mot femme, me c'est nasal, donc le A il va subir l'influence de cette nasalisation et on va dire femme. Hein, si on a une expression comme en attendant, ben le A au milieu va devenir nasal et on va dire en entendant. Hein, ça dépend des créoles, mais on l'entend ça. Donc, les voyelles faibles, donc, comme on accentue la première ou la deuxième voyelle, les autres voyelles, elles deviennent faibles. C'est comme en anglais, en fait. Hein. En anglais, on fait exactement ça. Nous, on va dire appartement. En anglais, on va dire apartment. Donc, il y a une voyelle qui est accentuée et les autres, elles sont très faibles, voire élidées complètement. Donc, on voit ce phénomène sur le mot Malabar, par exemple, hein, ce qu'on appelait les Indiens qui arrivaient... faussement d'ailleurs, on les a appelés Malabar en pensant qu'ils venaient de la côte de Malabar, mais en fait ils avaient juste pris le bateau sur la côte de Malabar, hein, ce ne sont pas des Malabars réellement. Mais bref, Malabar, on accentue le premier A, Malbar, et du coup le deuxième A il disparaît. C'est vraiment typiquement le fonctionnement du tamoul qui fait que le mot Malbar se prononce Malbar à la Réunion et pas Malabar. Donc pareil, par exemple, bord de mer, on va dire bord de mer. Le R, on va le vocaliser, et le D, on va un peu l'avaler, et voilà, ça va faire ce genre de choses. Bon, dans le mot attrape, par exemple, c'est le deuxième A qui est accentué, donc le premier disparaît, et on va dire trappe. Pareil pour avec, c'est le deuxième, c'est le E qui est accentué, donc on va dire ec. Voilà. Et puis quand il y a
une voyelle nasale et une voyelle orale, ben on va les assimiler, on va les ramener à une seule. J'ai pris l'exemple de pas encore, pas en, il y a a en, et ben ça va devenir en ou bien on. Parce qu'en tamoul, la différence entre entre en et on, elle se fait pas. Déjà, il n'y a pas ces sons, hein, puisque ce sont des nasales. Et quand ils ont appris à le faire, ben ils ont fait un truc entre les deux. Donc ça va être pancor, 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 c'est ni on, ni en, c'est pas le en, ni le on français, c'est quelque chose entre les deux, que les créoles font très bien. Mais voilà, ça vient du... Donc le U, il devient I. Quand je suis arrivée à La Réunion, les nénènes qu'on avait et tout, il n'y avait pas un U dans leur discours. Hein, tout était en I. Bon, maintenant, avec la scolarisation et tout, quand j'ai commencé à travailler, même dans les années 80, je travaillais à Saint-André, mais mon cabinet était rempli d'enfants qui ne savaient pas dire le U, par exemple. Hein, d'autres sons aussi, ils ne savaient pas dire le che, par exemple, ils disaient tous ce. Donc voilà, on avait toute la population quasiment qui venait pour apprendre à parler correctement français, pour apprendre à lire et apprendre à écrire, parce que sinon ils faisaient des fautes. Quand on disait il va à l'école, ils écrivaient il ça à l'école, parce qu'ils comprenaient le sens et dans leur tête c'était ça et ils écrivaient ça. Donc le U il était remplacé par un I et souvent il était diphtongué. Et il y a d'autres sons aussi, par exemple serre, par exemple pour dire la sœur, on va dire la serre, mais on va pas dire la serre, c'est pas S-E-R, c'est serre. Je suis sûre, on va dire mais les cire. Donc cette diphtongaison, elle n'existe pas en français, elle existe un peu en tamoul et on l'a un peu accentuée à La Réunion. Et c'est sans doute un peu en voie de disparition parce que ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment porteur de sens en français, donc ça continue, ça disparaît aussi. Hein, par exemple, quand je dis il a compris, on va dire compris, un O et un on, mais diphtongué parce qu'on ne fait pas cohabiter les deux voyelles. Alors, les allongements de voyelles, on les a, surtout quand la voyelle est accentuée, quand elle est en début de mot. Dire A long, on va bien accentuer le A, il va être un petit peu plus long, mais ce n'est pas porteur de sens comme en tamoul. Hein. En tamoul, si on a une voyelle longue, elle a un sens. Elle s'oppose à la voyelle courte, alors que là, non, c'est juste un effet de... C'est un peu pour retrouver la musicalité du tamoul qu'on le fait, puis c'est un peu des effets d'insistance ou des choses comme ça, mais ça n'est pas vraiment porteur d'un sens au niveau linguistique même. Alors, quand on prend un mot qui est vraiment d'origine tamoul avec des A longs, on était embêté, par exemple, pour parler de la déesse Kali, on ne peut pas dire Kali, parce que Kali, c'est pas Kali. Donc, que faire? On a rajouté un R un peu vocalisé. Le R créole, il est donc on va dire, on disait Kali, et ben après ça s'est dit Carly parce qu'on apprend à parler français et qu'on dit le R comme les Français. Donc maintenant, si vous dites à un tamoul à La Réunion, il y a la déesse Carly, lui il ne sait pas du tout qui c'est Carly. Alors qu'au début, le mot ressemblait vraiment à Carly, mais avec un R vocalisé. Bon voilà, on va parler du R justement. Donc le 1 ou le 1, c'était prononcé N. Comme en tamoul, hein, en tamoul, il y a le son N, mais il n'y a pas le son 1. Le 1, c'est juste un relâchement d'un A, mais ce n'est pas vraiment un son à part entière. Donc, quand les tamouls ont dû parler en disant un ou une, bon, une, c'était compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas à dire le U. Bon, ils pouvaient dire in à la limite, et puis le 1, ils ne pouvaient pas le faire non plus. Et c'est devenu N. Et d'autant plus qu'en tamoul, on a 3 genres. On a le féminin, le masculin et le neutre. Donc tous les objets, c'est neutre. Donc c'est compliqué de dire le fauteuil, la chaise, parce que ça n'a de logique que dans la langue qu'on utilise, hein, en français, parce que voilà, si on change de langue, ce ne sont pas les mêmes mots qui sont féminins ou masculins. Donc finalement, le N, ça marchait bien. C'était un peu à la rencontre du 1, du une, d'un neutre. Et puis je pense que les Africains qui étaient là avant, ils avaient aussi ce problème de 1 et de une, parce que le U, ça n'existe pas dans beaucoup de langues. Il y a très peu de langues avec U, donc voilà, ils devaient avoir un peu le même problème. Donc quand plusieurs communautés convergent pour prononcer d'une même façon, mais évidemment la prononciation se stabilise.
En tamoul, on a 16 consonnes, dont beaucoup n'existent pas en français ni en créole, et de fait, elles disparaissent, hein, parce que si elles ne sont pas reconnues, on a plusieurs prononciations du te, du le, du ne, etc. Bon, en français, il n'y en a qu'une, donc c'est celle. Et en créole, il y avait souvent le point d'articulation du te, par exemple, qui n'était pas le te français, ou le le, par exemple, qui n'était pas le le français. On peut dire l, elle est belle. Ce là, il n'existe pas en français. Mais finalement, ça commence à disparaître. Il y a certaines personnes vraiment qui vont encore un peu continuer, mais ce n'est plus tellement d'actualité. Alors, ce qui est plus important, c'est que l'opposition sourde sonore n'existe pas en tamoul, elle n'est pas phonémique. Que je dise pas ou bas, c'est pareil. Donc, par exemple, ça obéit à des règles à l'écrit. Par exemple, à l'écrit, on va dire qu'on va plutôt mettre peu que be en début de mot, be au milieu du mot, etc. Mais à l'oral, ces règles-là ne marchent pas. En fait, chacun dit un peu comme il veut. Hein, par exemple, tout le monde connaît le dal pourri de Maurice. Le pourri, c'est une galette. Bon, à l'écrit, on dit pou. Mais nous, à l'oral, on dit bou, on dit bourri. Mais c'est la même chose. Si on dit pourri, bourri, pour nous, c'est pareil. Mais évidemment, pour un français ou pour un créole, c'est pas pareil, puisque ce son est phonimique. Et donc, ça demandait des ajustements. Alors, après, toutes les consonnes, sauf le R, peuvent être géminées, c'est-à-dire doublées. C'est-à-dire, en tamoul, on va dire l, il y a deux L, en fait. On peut dire t. Donc il y a un te et il y a deux te. Bon, et les créoles ont un peu gardé dans certains mots. Je me rappelle avoir entendu des géminations en créole. Par exemple, on va dire ah long, par exemple, ou ah bon, voilà, ou ban, voilà, ou donne. Mais c'est pas phonémique, c'est juste des effets d'insistance. Et dans un ouvrage de 1891, un linguiste se posait la question: que signifie le double N dans manger? Bon, il écrit manger comme ça, peut-être que c'était... Mais il se posait la question, parce qu'il entendait les gens le dire comme ça, et il se demandait ce que ça pouvait vouloir dire, vous voyez. C'est un linguiste qui s'appelle Dietrich, mais en 1891, hein, donc voilà, il s'est posé, il l'entendait, lui, cette gémination qui continuait encore en créole à ce moment-là, et bon, effectivement, ça a un peu disparu. Donc le che n'existe pas en tamoul. On dit plutôt tch. Donc par exemple la ville de Chennai, maintenant tout le monde dit Chennai, mais c'est Chennai. Donc le tch, eh ben, ça posait un problème pour dire che, et de fait ils ont plutôt dit se. Hein, pendant très longtemps les Malinois disaient seulement se. Un sien, et dans les années 80 c'était encore très 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 prégnant. Bon maintenant de moins en moins, hein, on va dire. Mais la syllabe voyelle consonne, comme il, ça n'existe pas. Donc on va retourner, on va dire li. Bon, ça existait déjà, hein, le li, il se disait déjà à La Réunion. Mais voilà, c'est des phénomènes qui se renforcent. Quand il y a tout un groupe énorme comme ça qui dit d'une façon, ben, ça renforce, au lieu de corriger, ben, ça reste la norme. Alors, consonne, voyelle, consonne, c'est possible, mais c'est rare. Petite anecdote, hein, j'habite à Bois d'Olive et il y a des créoles autour de chez moi qui ont un terrain en indivision, et on parlait un jour de ce terrain en indivision. Ils me disaient on voudrait bien construire et tout, mais on n'a pas le lac. On n'a pas le lac. J'étais incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. En fait, ils n'avaient pas l'acte. Et le ct, c'est impossible. Donc ils n'avaient pas le lac. Et c'est vraiment en posant des questions, mais quel lac? Ben, le lac. Le lac. Donc voilà. Hein, donc après les rajouter un E faible ou un A faible, on ne dit pas t, on va dire ta. Par exemple, les prénoms masculins, par exemple, par exemple Arjun, ça va être Arjuna. Hein, on a un A mais il est faible, et on ne sait pas Arjuna. Voilà, c'est difficile à percevoir quand on n'est pas habitué, mais en français dialectal de l'époque aussi, on n'avait pas, il y avait des élisions de voyelles finales, donc de consonnes finales, donc bon ben voilà, ça s'est rencontré et ça a perduré. Alors le R à la française n'existe pas, donc on a un R roulé, R, qui devient le en créole réunionnais. Donc par exemple karoupilé, on va dire kaloupilé, hein, c'est un roux en fait. Sambrani, c'est samblani.
Hein, donc le tamoul a influencé le créole, mais le créole aussi a influencé le tamoul, puisque maintenant tous les malbars disent du samblani ou du kaloupilé. Hein, donc la négociation, elle se fait dans les deux sens. Donc on a ce re, on a un re un peu vocalisé, et ça les créoles l'ont utilisé, c'est le R qu'on a utilisé en créole pendant, jusqu'à ce que maintenant avec le contact des langues on le dise de moins en moins, mais c'est ce qu'on avait par exemple en milieu de mots, hein, et qui faisait que le français lui disait on ne prononce pas le R. Ils avaient l'impression qu'on ne prononce pas le R, mais on le prononçait différemment. Hein, quand on disait porte, on ne disait pas pote, on disait porte. Le R était là, mais il était vocalisé. Et le français, lui, il considérait qu'on n'avait pas prononcé le R. Donc, et les enfants, quand on dictait porte, ben, ils n'entendaient pas leur R, parce que ça n'existait pas dans leur... Là, je parle des années 80, hein, pas d'il y a 100 ans. Hein, donc, ça a quand même perduré assez longtemps. Là, j'ai pris un petit mot que M. Francky Lorette a mis en exergue de son mémoire, de sa thèse plutôt de créole. Donc c'était pour vous montrer 2-3 petits phénomènes, comme par exemple la serre, pour la serre, vous voyez, il a mis un tréma sur le « est », parce qu'il veut faire sentir la diphtongaison qui n'est pas... qu'on ne peut pas écrire en français, parce qu'on n'a pas cette diphtongaison. Hein, et puis, par exemple, je voulais vous montrer aussi le dernier mot, par Zot, la niabou. Ils sont venus à bout, nir à bout, venir à bout. Ben, le R, il est tellement vocalisé qu'il devient A, ni à bout. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est un petit exemple. Bon, bref, bon, ça je l'ai déjà dit. Donc les points d'articulation étaient un petit peu basés sur le tamoul pendant longtemps au créole, et c'est ce qui faisait que quand les oreilles essayent de parler créole, ben, on disait toujours que c'était pas bon, alors qu'ils disaient des bons mots en fait, et eux ils ne comprenaient pas pourquoi c'était pas bon, mais parce que les points d'articulation n'étaient pas exactement... Eux ils faisaient les points d'articulation français, alors que le créole était encore un peu sur les prononciations tamoul. Alors, bon, là, si ça intéresse un peu les gens, j'explique comment des mots ont varié du tamoul au créole. Par exemple, j'ai appris lors d'une conférence en juillet à Saint-Paul, qui était aussi sur le thème du tamoul, dans l'influence du tamoul dans le créole, il parlait du bardon, et quelqu'un demandait mais c'est quoi le bardon? Il dit ça vient du Mahabharata. Alors, c'est difficile de voir le lien entre Mahabharata et Bardon quand même, hein, c'est loin. Et donc il faut juste y réfléchir. Donc Maha ça saute, parce que Maha ça veut juste dire grand, la grande épopée de l'Inde, et des Indiens plutôt, Bharata c'est plutôt les Indiens. Donc Maha ça saute, et il nous reste Bharata. Dans Bharata, ben, on garde le bas, le R il est vocalisé. Donc pour faire bonne mesure, on lui ajoute un L, hein, pour faire le R roulé. Et puis le ata, bah, le A il disparaît parce qu'il est faible. Et puis le ta, il se relâche et devient da et puis don. Donc finalement, en évoluant, ça devient de barata, on arrive à bardon. C'est pour ça qu'il y a une influence du tamoul, mais si on demande à un tamoul s'il reconnaît quelque chose de tamoul en créole, il dira non. Si on demande à un créole s'il reconnaît quelque chose de créole dans le tamoul, il dira non. Et pourtant, il y a des phénomènes qui se sont passés pour arriver là, quoi. Pareil, il y a, je sais pas, vous connaissez peut-être des garçons qui s'appellent Sandirin ou Sandina, il y en a pas mal ici vers Saint-Louis, Saint-Pierre. Mais ça vient de Chandra, la lune. Donc le tche devient se, le en reste pareil, enfin Chandra devient son, c'est nasalisé, et le dra, comme c'est difficile à dire, et ben on rajoute un i, et le a devient faible, il devient un, et ça devient Sandirin. Très créole, mais pas très indien, mais bon. Pareil, Narlegom c'est le théâtre de rue, et ben le et disparaît, et le gomme devient on, et voilà, bon, et ça fait Narbon. C'est des mécanismes. Une fois qu'on a compris le principe, on arrive à expliquer la plupart des dérivés. Donc Krishna, ben, le R, le creux, il est un peu dur à dire, on le fait sauter. Et le A final, eh ben, il se nasalise, et de Krishna, on arrive à Krishna. Donc voilà. Donc,
c'est peut-être pas important. Là, c'est dans le même livre de Dietrich, j'ai trouvé quelques mots d'interlect. Hein, donc, par exemple, avant de dire calculé, on disait carquilé. Avant de dire corridor, on disait collidor. Bon, il parlait de corridor parce que c'était du français de l'époque. Hein, bon, c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, mais bon, voilà, il disait collidor. Franqueur, ça devait être un nom propre, c'était flanquaire. Donc c'était ce qu'on parlait à l'époque. Ce qu'on disait à l'époque, bon, vous voyez, le créole a évolué un petit peu. Donc ça, c'était au niveau des sons. Maintenant, au niveau des mots, c'est peut-être plus intéressant. Donc, tout le monde connaît le rougaï, qui vient de urukai en tamoul. Bon, ur, ça veut dire macéré, et kai, c'est le fruit vert. Donc, à la base, le urukai, c'est des fruits verts qui ont macéré. C'est pas du tout le rougaï qu'on mange à La Réunion, et qui ressemble plus au châtigny mauricien. Mais bon, c'est un glissement de sens. C'est pas la même préparation, mais le mot vient bien du tamoul, avec l'églision du ou, qui est faible, et, le kai de la fin, il devient gai parce qu'il s'affaiblit un peu et donc il devient gai. Comme en tamoul. En tamoul, on dit ça aussi. Hein, nous, en tamoul, on ne dit pas gai, mais on dit urka. Et le aï disparaît. Hein, donc, le bouillon larçon, en fait, c'est le rassam. Le rassam, le R roulé devient L. Et puis le R, on l'a gardé un peu comme ça, on l'a rajouté un peu pour, au cas où. Et puis le sam devient son et ça devient larçon. Et les fameuses oreilles, alors, ça va intéresser peut-être les gens aux oreilles. Alors, on a plein d'explications un peu fantaisistes sur les oreilles qui n'entendent pas le français, qui n'entendent pas le créole et qui dit quoi, et donc les oreilles. Bon. En fait, plus sérieusement, ça viendrait certainement de d'oreille. D'oreille en tamoul, qui veut dire le maître, la personne de qualité. Et dans tout ce que j'ai trouvé comme texte avant l'arrivée des engagés, quand ils parlent des blancs, ils disent blanc, hein, vous êtes blanc, ils disent pas vous êtes oreilles et tout, hein, mais c'est d'oreille, mais sauf que le ze, ça indique un peu le pluriel. Comme on n'a pas de déterminant en fait en tamoul pour dire le, la, les, etc., ce ze, ça indiquait un haricot, etc. Et ça a permis de mettre, en mettant le de d'oreille, il n'existe pas non plus en français ni en créole. C'est pas le même point d'articulation que le d normal qu'on fait en français. Donc un son qui n'existe pas, il a été remplacé par un autre son qui en plus avait le mérite de parler d'un groupe complet, quoi, hein, de the du pluriel. Et donc voilà comment est arrivé sans doute le mot oreille. Alors quand on parle du bardon, on parlait beaucoup du vartial, et ça m'a posé question aussi. Moi, je ne connais pas beaucoup tous ces mots-là à la base, hein, parce que je ne pratique pas la religion qu'on pratique ici, etc. Donc je me suis demandé ce qu'était ce mot vartial. Parce que le monsieur qui faisait la conférence disait le vartial fait ci, le vartial fait ça. Donc on comprend bien que c'est l'intermédiaire entre les acteurs et le public, parce que le public interagit dans le bardon, il interagit avec les acteurs. Mais c'était quoi ce vartial? Donc j'ai même pris la peine d'appeler des amis en Inde en disant ça existe, vartial en tamoul, parce que je ne connais pas ce mot. Et ils disaient non, on ne connaît pas non plus, etc. Et puis en utilisant les processus linguistiques que je vous ai décrits, on retrouve le sens. En fait, ça vient de vatia, qui veut dire le professeur. Donc le A est long en tamoul, vatiar, donc on met un R, ça devient var. Et puis le R roulé de la fin devient L, et donc ça fait vartial. Vous voyez, de vatiar, on arrive à vartial. Le calou, tout le monde connaît aussi le calou. Le calou, le pilon et le calou. Et bien le calou, ça vient de calle, pierre. Vous voyez, le il disparaît, et normalement, je pense que quand il s'écrit, on écrit ou, donc c'est devenu calou. Alors, j'ai retrouvé aussi des expressions qui viennent du tamoul, mais qui ont disparu ou qui sont en passe de disparaître. Ça s'est dit, une touquée à La Réunion, un touquet c'est soulevé. Donc une touquée, c'est ce qu'on pouvait soulever, ce qu'on pouvait porter. Hein, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, hein, c'est pas vraiment une brassée, parce qu'on peut porter sur la tête, on peut porter sur le dos, on peut porter à bras. Bon. Alors,
j'ai trouvé aussi fuka. Fuka, ça veut dire fou en tamoul. Ça s'est utilisé ici. Il y a dû avoir quelques mots quand même, hein, parce que ça ne s'est pas fait que dans un sens. Hein. Donc l'angouti, c'était le vêtement que portaient les hommes. Bon, comme personne ne le porte, le mot disparaît. Passinkal, kal c'est le pied en tamoul. C'est le pied et la jambe aussi. Et en créole aussi, on ne différencie pas beaucoup jambes et pieds, enfin en tout cas anciennement. Hein, on disait pied pour la jambe. Et en tamoul aussi. Donc passinkal, c'est faire un croc en jambe, passer la jambe pour faire tomber quelqu'un. Ça s'emploie plus tellement, hein, sauf ceux qui veulent vraiment parler créole de façon très pure. Mais ton canard est noir. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça voulait dire, ton canard est noir? Parce que ça ne veut pas dire grand-chose quand même. Quand les choses vont tourner mal pour quelqu'un, on lui dit ton canard est noir. Et ben, ça vient de canard. Le canard, c'est le mauvais sort qu'on met à quelqu'un et qui fait que son destin tourne mal. Hein. Donc, ma mère, elle faisait toujours plein de trucs. Dès que quelqu'un disait ah, tu es riche, tout de suite, elle disait oh là là, canard, canard. Enfin, le fait de dire qu'on est riche, qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est gros, n'importe quoi, ça, pour elle, tout était canard, et donc elle a enlevé le canard. Et donc, et comme le mot français canard existe, bon, la prononciation est devenue. De toute façon, voilà, c'est devenu ton canard est noir. Bon. Et il y avait une expression qui est un peu l'équivalent de sorte d'un fait noir, hein, c'est lève la tête pour voir Véli, c'est ancien, et Véli c'est la lumière, Vélichan. Donc ça s'est dit, bon ça ne se dit plus, mais ça s'est dit. Oui. Bon, et puis j'ai surtout essayé de relever des expressions qui ont été traduites vraiment littéralement. Bon, je ne vais pas vous dire en tamoul parce que ça ne sert à rien, mais par exemple, fait noir, il y a un mot qui veut dire exactement fait noir. Donc, on a traduit, ça fait fait noir. En tamoul, on dit un peu comme déterminant indéfini. Par exemple, j'ai mangé du riz, mais si c'est un peu, bon, on va dire j'ai mangé un peu de riz. Et le un peu est resté ici comme des, mais pour minorer un peu le pluriel, on va dire un peu. Aller dit partout, bon, par exemple, ça aussi, c'est pour dire fait savoir, fait circuler l'information. On a une expression qui est littéralement partout, allez dit. Alors, par contre, c'est pas le même ordre des mots, mais c'est la même expression. Pays dehors, et Véliure, c'est dehors pays, mais c'est traduit. Donc, on a remis dans l'ordre qui allait bien en français, bien sûr, hein, parce qu'on ne pouvait pas on pouvait pas aller contre les règles de la grammaire française non plus, mais c'est vraiment traduit mot à mot. Comment il est? Ben, nous, on dit ça, comment êtes-vous? Et la personne répond, je suis, ou je suis là. Et si vraiment on veut être très poli, on dit, je suis là, bien. Mais sinon, on dit, comment êtes-vous? Je suis là. Et comment il est là. Hein, c'est vraiment traduit littéralement. Alors, une bouchée mangée, ben, je ne sais pas si vous entendez cette expression, moi je l'entends. Ben, en tamoul, ça ne va pas être une bouchée, mais ça va être ce qu'on peut prendre dans la main. Ce qu'on mange à la main, ça va être la poignée de repas qu'on arrive à saisir à la main. Donc, alors, le pied de bois, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser. Donc, en tamoul, on va dire marron. Marron, c'est l'arbre. Et c'est aussi le tronc. C'est le tronc et l'arbre. Donc, par exemple, si on prend un mot comme vaja, vaja c'est la banane. On va avoir vaja kai, c'est la banane verte, parce que kai c'est le fruit vert. On peut avoir vaja pajan, c'est la banane mûre. Et vaja marron, c'est le pied, l'arbre. Mais bon, c'est pas un arbre. Donc, mais quand on ne sait pas de quelle plante il s'agit, qu'on veut juste dire un arbre, ben on va dire marron, juste bois. Et du coup, en créole, on a mis pied de bois, le pied pour le mot français, bois pour la traduction littérale du tamoul. Et ça donnait pied de bois. Voilà, là j'ai répertorié quelques expressions qui sont vraiment littéralement, qui existent littéralement en tamoul. Bon, pas dans le même ordre de mots, mais tout ça, c'est dans mon sang, nos deux sangs n'y entendent pas. Coiffé, enachi, bon, c'est exactement ça. Alors, la tête fait mal, par exemple. Alors, en tamoul, comme on ne dit pas ma tête ou j'ai mal à la tête, on va dire la tête fait mal. Et là, on va dire mon tête, mais on va parler, c'est presque
littéralement ça. En tamoul, on parle aussi beaucoup du corps, ce qu'on ne fait pas en français. Hein, on différencie le corps de la personne et de l'esprit. Bon, en fait, donc on va dire, par exemple, pour demander si quelqu'un va bien, on va dire comment va ton corps, comment va le corps. Parce qu'on ne dit pas de ton corps, mais on va dire comment va le corps. Et l'autre va dire ça va, ça va, ça va. Ou bien je sens pas mon corps n'est pas bon. Enfin, on va vraiment parler du corps en tant que unité distincte de la personne, quoi. Donc, et ça, on le retrouve en créole. Hein, mais lâche mon corps, le corps n'est pas bon. En tamoul, on va dire prends soin de ton corps, par exemple. Pour dire prends soin de toi, on va dire prends soin de ton corps, de ta santé, en fait. Hein, donc, c'est vraiment, on retrouve vraiment. Alors, le gramoun ou le grand moun, selon les prononciations, bah, en fait, moun, c'est vraiment, ça vient vraiment du français, hein, parce qu'on le retrouve avant l'arrivée des Indiens, on le retrouve, c'est un peu de l'ancien français, hein, du monde, on disait du monde pour dire des gens. Et le grand, par contre, nous on dit, pour parler des personnes plus âgées que nous, à qui on doit du respect, on dit les grands. Hein, on ne dit pas les vieux, mais on dit les grands. Donc c'est vraiment ce qui est resté en disant Gramoun. Gramoun, on ne l'a pas avant cette date. Voilà, là j'ai fait tout un tas de... Voilà, par exemple, pas besoin à la peur. En tamoul, on dit avoir peur, pas besoin. Ça l'est prêt. Bon, là, on a rajouté un lait, mais sinon, nous, on dit ça, prêt. Voilà. Il y a des traductions littérales. Plikli, ça va, mais nous, on dit allant, allant. Pour montrer la progression, le temps qui passe, etc. C'est vraiment des traductions très, très littérales. Alors, sortir dehors, on fait comme en anglais, on dit aller dehors, aller. Et en créole, on a mis le mot français, on a gardé aussi le mot dehors du tamoul. Voilà, il y a plein de petits exemples. Bon, un bon marmaille, ça c'est un bon marmaille, on a vraiment l'expression en tamoul, nalapoula, voilà, nalabayen, etc. C'est des expressions qu'on a vraiment traduites très très littéralement. Pareil, bataille pas, bah, nous on dit ne fais pas la guerre. Hein, même deux enfants qui se disputent, on va leur dire, l'expression pour dire ne vous disputez pas, on va dire ne faites pas la guerre. En créole, on dit bataille pas. N'a point problème, nous on dit problème, il n'y a pas. En tamoul, hein, bien sûr. Et voilà, donc j'ai traduit en français parce que le dire en tamoul ne nous aurait pas beaucoup avancé. Alors les répétitions qu'on trouve en créole, on les fait beaucoup en tamoul. Donc ça a un effet d'insistance, ça a un effet d'emphase aussi, hein, ou un effet d'écho. Alors ça c'est un peu plus compliqué, on le retrouve que dans une expression en créole. Bon, par exemple, on va prendre un mot et on va répéter le même mot en changeant juste la première consonne, on va mettre que à la place. Vous voyez, même si le mot commence par feu, on va le répéter, mais la deuxième fois on va mettre un que. Et ça veut dire... c'est un peu pour attirer l'attention, et nous, on fait un peu quelque chose un peu similaire, on va dire, quand on dit camarade, camaron, bon, on joue un peu sur la sonorité, ça veut trop rien dire, mais ça veut dire quand même, parce que tout le monde comprend. Donc, voilà. Et dans un ouvrage de 1928, hein, donc plus près de nous, bah, j'ai trouvé, par exemple, la pas tout ça. Et nous aussi on dit ça, on dit tout ça n'est pas, ou tout ça laisse tout ça. Hein, pour dire, bon, ceci étant, bah, on dit tout ça n'est pas, ou tout ça laisse, et en créole on dit la pas tout ça, machin. Et j'ai trouvé aussi, mais il ne veut pas tuer mon corps, vous voyez, ni fatigue mon esprit. C'est vraiment des traductions littérales du tamoul. Et enfin, on arrive un peu au bout. Des mots avec un sens légèrement différent du français. Des mots français, mais qui ont un sens un peu différent. Donc, par exemple, en tamoul, connaître et savoir, c'est le même mot. Donc, en créole, on va utiliser que connaître. Les grains, ben, nous, on a un mot aussi pour désigner un peu l'ensemble des légumineuses qu'on mange à tous les repas. Et ici, on n'a pas utilisé ce mot qui est un peu difficile à prononcer, hein, parce que c'est pas le peu, mais on a mis grain. Voilà. Chaque, en tamoul, on va dire... court loin, voilà. Et là, on met ces chats. Bon, le bois est large, j'ai parlé. Pour poser la question d'une direction, on dit littéralement quel côté, de quel côté, pas où, pas de. On dit vraiment quel côté. Bon, bah, la barre, on en a parlé. Comprenez pas du tout le verbe être, effectivement.
Bon, après, bon, tout ça c'est un petit peu long, mais par exemple, on va l'effet de redondance qu'on a quand on dit ça mon garçon, ben, en tamoul on va vraiment dire ça, c'est-à-dire comme on n'a pas le verbe être, on va dire ça mon garçon, et ça voudra dire c'est mon garçon, lui mon garçon, hein, voilà. Et on retrouve ça vraiment en créole. Par exemple, pour dire je veux ça, on va dire ça je veux, et ça mène mes vœux, hein, voilà. Les constructions, on a beaucoup de constructions qui sont restées pareilles. Bon, par contre, là où il y a une grosse différence, c'est que le tamoul est une langue agglutinante, c'est-à-dire que elle colle à un radical des petits affixes, souvent c'est des suffixes, pour indiquer un sens. Par exemple, selon le petit mot qu'on va coller, ça veut dire avec lui, à lui, etc. Par exemple, donc il y a une grammaticalisation mais on a d'abord le mot et puis un petit mot qui est collé et qui permet de savoir ce que ce mot a comme fonction dans la phrase. Et par exemple, si je dis je vais à la maison, je vais dire la maison et un petit truc qui est collé, vite que. On va mettre un que. En créole, c'était pas. Enfin, les Indiens, quand ils ont dû apprendre le créole, ben, c'était pas facile de penser que le mot, l'affixe pouvait être devant. En français, c'est pas un affixe, hein, c'est une préposition. Et c'était pas analysable si facilement, donc ils l'ont juste fait sauter. Et puis ils disent, ça va la case. Et nous, on dit aussi la même chose, mais sauf qu'on rajoute un petit mot pour indiquer la direction, hein, qui serait équivalent. Bon, enfin. Mais des agglutinations, il y en a plein en créole, hein, parce qu'on colle les mots, hein, comme en tamoul. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a posé un problème pour l'écriture du créole, c'est que quand on colle des mots, ça fait des nouveaux mots en français, et on ne savait pas comment gérer ces nouveaux mots, et comment les écrire, etc. Mais parce que ce système n'existe pas en français, mais qu'il existe en tamoul. Donc, on aime bien coller les mots, par exemple, on va dire en l'air pied de bois, nous en tamoul on va dire arbre en haut, mais ça va être un peu collé. Et quand on prononce en créole, on ne sépare pas, on ne dit pas en l'air pied de bois, on dit vraiment en l'air pied de bois. Mais on fait des agglutinations, mais on ne s'en rend pas vraiment compte, et c'est pas exactement le même genre de. C'est pas aussi grammaticalisé qu'en tamoul. Bon, c'est des petits exemples que j'ai mis là, donc c'est pas. Voilà. Si vous voulez. Voilà, hein, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein, on va dire la maison à, je vais, mais nous, on va dire, en créole, on va dire, mais ça va la case. Par exemple, pour dire je lui donne un livre, on va dire le à, et puis on va coller un mot qui veut dire à, livre, donne je, parce que la conjugaison est à la fin du verbe et indique aussi la personne. Et en créole, d'ailleurs, on va dire je lui donne un livre, quoi. On ne va pas réussir à dire je lui donne un livre, parce que ces relations ne sont pas exprimées de la même façon en français, en créole et en tamoul. Voilà. Donc, alors, il y a des différences quand même. Par exemple, le tamoul distingue le féminin du masculin, alors que en créole, au début, il n'y avait pas de distinction. Hein. Quand on disait Ali, c'était aussi bien à elle qu'à lui. Bon, maintenant, on dit à elle et à lui, mais en créole, d'il y a quelque temps, on ne faisait pas cette distinction. Et on faisait même des distinctions, non seulement du genre, mais aussi de l'importance sociale de la personne. C'est-à-dire si c'est quelqu'un de plus vieux ou plus haut placé socialement, il y a un terme. Même entre frères et sœurs, on ne s'adresse pas pareil à son frère aîné ou à son frère cadet, par exemple. Hein. Il y a des complexifications qu'on n'a pas en créole. Et enfin, en tamoul, le verbe est toujours à la fin de la phrase, ce qu'on n'a pas en créole. Hein. On a respecté quand même l'ordre français qui était quand même existant depuis longtemps. Il y avait quand même un créole qui se parlait, qui avait pris un certain ordre, donc on a gardé cet ordre. Donc, bon, ça j'en ai parlé. Et enfin, bon, la prosodie, ça va être difficile à faire sentir la musicalité de la langue. Mais bon, je pense que tout le monde se rend compte qu'en créole, on met souvent l'accent sur la première syllabe, alors qu'en français, on met l'accent sur la dernière syllabe. Et ça, c'est vraiment hérité du tamoul, mais ça pose des problèmes dans le découpage de
de la chaîne parlée. Voilà. Alors, en conclusion, on va dire que bon, le créole, maintenant, il s'inscrit sur un continuum. Hein. On parle français, créole, on commence une phrase en créole, on la finit en français, on passe d'une phrase à l'autre, etc. Ce qui est normal, hein, parce que les deux langues sont en contact et qu'il y a vraiment une intercompréhension assez forte entre les deux langues. Mais c'est vraiment le passage à l'écrit qui est compliqué. Et il y a peut-être des pistes à explorer en regardant comment le tamoul s'écrit, puisqu'il y a ces différences de prononciation qu'on a en créole. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment écrire. Hein. Il y en a un qui va dire chemin, l'autre qui va dire somin, l'autre qui va dire semin, et on se dit bah, finalement comment il faut écrire ce mot-là. En tamoul, on a tout de même cette même variété de prononciation, mais il y a quand même le mot s'écrit quand même. Donc peut-être que ça serait intéressant, bon, je ne sais pas écrire le tamoul, hein, mais peut-être qu'en allant voir quelles règles ils emploient pour choisir la graphie, peut-être que ça donnerait des pistes pour l'écriture. C'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Et bon, alors ça peut paraître inutile puisqu'on s'approche de plus en plus du français, mais pas tant que ça. Et je vous propose de méditer sur ces deux belles phrases. Donc j'ai choisi une phrase d'un Européen et une phrase d'un Indien pour symboliser le contenu de cet exposé. Donc la langue qu'un homme parle est un monde dans lequel il vit et agit. C'est vrai qu'on ne pense pas pareil quand on est dans une langue donnée que lorsqu'on change de langue. Elle lui appartient plus profondément, plus essentiellement que la terre et les choses qu'il nomme son pays. Donc ça explique quand même l'attachement que les créoles ont au créole et toute la souffrance qu'il peut y avoir quand elle est dévalorisée, même quand c'est gentiment dévalorisé. Et quand les vieilles paroles expirent sur la langue, de nouvelles mélodies jaillissent du cœur, et là où les vieilles pistes sont perdues, une nouvelle contrée se découvre avec ses merveilles. Voilà. Donc les langues évoluent pour le mieux. Merci. Merci aussi à tous ces auteurs sur les travaux desquels je me suis appuyée. Hein. Il y en a des morts, bien sûr, parce qu'il y a des travaux qui datent d'il y a 2 siècles, mais des travaux aussi assez récents. J'ai pas mis la bibliographie complète, mais si jamais vous tapez la date, vous allez trouver les articles. Et puis merci à M. Bosquet et à Mme Dijoux pour m'avoir donné l'occasion de mettre la langue tamoul et la langue créole ensemble, en l'air. Voilà. Et bien merci ce soir à Sylvia Matillet qui nous a donné une première conférence fort intéressante, riche, exceptionnelle. Et ce soir c'était beaucoup de premières pour elle parce que c'est la première fois qu'elle partageait ses recherches et son travail de linguistique. C'est sa première conférence qu'elle donne. Donc je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois parce que c'est très stressant de donner des conférences. Et puis, forcément, non seulement c'est très très intéressant, mais je pense que les questions vont être nombreuses. Je vais vous passer le micro, bien évidemment. Mais on apprend énormément de choses, on comprend énormément de choses, au-delà des mots, des expressions, de la syntaxe, même de la construction du créole. Alors moi qui suis une créole de Sillaos, dont le créole se rapproche davantage du créole africain et vieux français, parce qu'on ne fréquente pas trop quand on est à Sillaos les Tamouls, mais on a quand même 2 familles de Tamouls là-haut, 2 familles de Malbar. Et c'est que ce soir que je viens de comprendre comment le Malbar de Sillaos, quand il veut aller acheter, pour faire un bon petit carré, il va saler là, il cherche toujours à acheter un sève. Et j'avais jamais compris pourquoi, ce soir je viens de comprendre. Voilà, donc je vais vous donner la parole maintenant. Les questions, je vous apporte le micro, je viens vers vous. Bonsoir, merci pour la conférence. J'aimerais bien que tu reviennes, que tu viennes sur ce mot bringel. Lequel, bringel? Bringel. D'accord. Qui est un mot magnifique dans la cuisine créole. Oui. Et qui effectivement se dit plutôt en anglais eggplant. Et comment on fait pour passer de eggplant à bringel? Pourquoi veux-tu passer de eggplant à bringel? Il y a déjà quelque chose derrière. Donc, alors, bringel, ça vient pas du tamoul, ça vient de l'indo-portugais. Ça vient de brinjela en portugais.
Et les premiers habitants de l'île sont venus, sont pas venus avec, mais ils ont fait venir des femmes très rapidement, parce qu'ils étaient quelques hommes esselés. Et donc il y a eu 38 femmes qui sont arrivées sur l'île, dont 14 indo-portugaises. Et comme elle venait de Goa, Goa était sous colonisation portugaise, et donc elle devait dire Brinjela, et c'est devenu Bringel. Avec un jeu de francisation, etc., c'est devenu Bringel. Mais c'est pas apporté par les Tamouls, c'était bien antérieur en fait. Voilà. Et c'est vrai que si on va à Pondichéry et qu'on dit Bringel, ils comprennent, ils savent qu'on parle de... Mais il y a une intercompréhension incroyable en Inde. Il y a je ne sais pas combien de langues, mais ils arrivent à se comprendre peu ou prou, en tout cas dans le sud. Hein. Après, si on passe aux langues du nord, peut-être c'est compliqué. C'est vite passé sur Kari Soudri. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'expression qui dit ça, mais c'est le curry et le riz, et c'est voilà, c'est les mots de la langue du repas qui ont prévalu pour constituer cette expression. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de traduction. En tout cas, j'ai pas trouvé vraiment l'équivalent exact, mais voilà, on parle de curry, on parle de riz, donc voilà. Je l'ai noté avec, voilà, c'est quand même dans l'esprit du pays, quoi, voilà. Des questions? Alors, tout à l'heure, ils n'ont pas compris ma blague sur un sève. Ça veut dire une chèvre. Un sève. C'est parce que tu as mal prononcé. Ça veut dire un sève. Ça veut dire un sève. Ça, c'est le mal parti là. Qui c'est qui a demandé le micro? Un sève, non. Voilà, l'allongement de la voyelle est important. Je voulais revenir sur les répétitions que vous avez dit. Oui. Ça existe aussi dans les langues malaises, indonésiennes et donc malgaches aussi. Oui. Donc voilà, alors bon, peut-être c'est peut-être les mêmes familles, quoi. Mais même aux Philippines, ils font ça et ça note aussi le pluriel. Voilà, ça peut être aussi le pluriel, ça peut être un effet d'insistance. Voilà, oui, en phase. Oui. En tout cas, ça n'est pas français, donc, non. Et on le trouve en tamoul. Donc il est venu ici sûrement plus par les tamouls que par les malais ou par les indonésiens. C'est une remarque à propos du français tel que les linguistes le conçoivent. À mon avis, il y a une petite erreur parce que si l'on revoit du point de vue historique quels étaient les premiers occupants à La Réunion, c'était des personnes qui venaient de provinces, qui parlaient des langues différentes. Dialectal, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque les linguistes disent qu'on parle le français avec le créole, c'est une erreur. Bien sûr. La plupart, enfin disons les premiers arrivants, étaient bretons, normands, ils venaient du nord, et déjà entre eux, pour se comprendre, ils avaient une langue qu'ils avaient fabriquée, n'est-ce pas? Donc le créole existait même avant l'arrivée des esclaves et des... oui, il y avait un interlecte. Jodançon, il l'appelait le bourbonnais, parce que c'était pas un créole, mais c'était pas non plus le français de la cour. Hein, donc il appelait ça le bourbonnais. Et c'est une façon de voir les choses, c'est un interlecte en tout cas, ils arrivaient à se comprendre, voilà. Alors une deuxième chose, ça me fait assez plaisir de voir que le tamoul différencie le masculin du féminin. Yes. C'est une grande question que je me pose, que je n'ai toujours pas résolue, j'aimerais bien que les linguistes se penchent sur cette question, car le féminin, hélas, a été écrasé en créole. Je dis écrasé, historiquement, les choses s'expliquent aussi. Le créole est une langue de mâle, excusez-moi d'être aussi brutal en le disant. Pourquoi? Vous l'avez dit vous-même, le nombre de femmes était quasi inexistant comparativement au nombre d'hommes. Et donc, les mâles entre eux, excusez-moi encore d'employer ce terme brutal, parlaient leur langue masculine, n'est-ce pas? Et alors là, j'aimerais surtout que les linguistes et psycholinguistes penchent sur cette question, parce que j'ai comme le sentiment qu'au niveau psycholinguistique précisément, il y a un retentissement sur la considération que l'on a pour le sexe féminin. Quand le féminin n'existe pas dans une langue, il est donc nié et il est masculinisé. En fait, on a N, c'est pas un non plus, hein, c'est N, c'est un peu entre les deux. Oui, bon, alors là sur le coup du neutre, on ne me la jouera pas. Hein.
Le neutre n'existe pas dans les langues. Non, j'ai pas dit neutre, hein, mais Bon. c'est indifférencié, quoi. C'est-à-dire, Voilà. quand on dit N, ça va être on va dire un chien comme un cheval, voilà, c'est pas... Bon, moi, j'ai analysé du point de vue linguistique, il y a des explications. Après, psycholinguistiquement, faut Alors voir. justement, j'aimerais aller plus loin, mais tout ça, c'est pas moi qui vais faire le travail, bien sûr, mais je pose la question aux linguistes pour qu'ils se penchent sur cette question, parce que je vais même très loin et je vais taper un peu fort en me disant que s'il y a aussi peu de respect pour les femmes, comme ça s'est vu dans le passé, il suffit de relire les ouvrages de Prosperev, c'est révoltant. Les femmes étaient considérées comme la moindre chose et comme un objet sexuel purement et simplement, hein. Et y compris les petites filles d'ailleurs, hein. Il faut lire vraiment Prosperev pour cela. Et je me demande s'il n'y a pas aussi une espèce de transmission transgénérationnelle, n'est-ce pas? Et que les femmes étant niées sur le plan linguistique, eh ben, elles continuent de le vivre. Et ben, les mâles dominants, évidemment, continuent d'en profiter. Voilà. Bon, mais c'est un long discours, Oui, ça demande une longue réflexion. Alors en tamoul, on a le masculin et le féminin pour les humains. Pour les animaux et tout, pas trop. Et en créole non plus. Hein. Maintenant, on va dire un vache, mais avant, on disait un bœuf, que ce soit féminin ou masculin. On disait un chien, que ce soit une chienne. Voilà. Et on avait... les animaux, c'était un peu neutre, quoi. Même, on dit un cabrima, la capée femelle. Comment? On dit un cabrima. Oui, voilà, on va rajouter un mot parce qu'il n'y a pas... parce que à l'origine, on ne distingue pas vraiment... oui, on va distinguer. Mais les Africains faisaient, dans ce que j'ai lu, ils disaient papabouk ou maman, paraît-il. Donc, mais nous, on ne met même pas vraiment ça, quoi. On va dire cabri. Bon, on ne va pas chercher si c'est la chèvre, enfin dans le langage normal. Hein. Après, peut-être les éleveurs et tout, peut-être qu'ils ont d'autres mots, mais on ne différencie pas vraiment ça, mais en créole non plus, pas trop finalement. Mais après, c'est vrai que pour les humains, c'est autre chose. Et ça mérite d'être étudié, effectivement. Je ne sais pas si on va trouver vraiment toutes les sources, mais... Bonsoir. Bonsoir. Qui parle? Ici. Ici. Oui. Ok. Merci bien pour la conférence ce soir-là, t'es Gaïa, on va prendre un temps à faire. Et moi, j'avais une question, parce que moi, j'ai calculé indien en Punchak. Comme tu dis, on a bon peu à faire, en Punchak, pour moi, t'es pas été un mot indien, mais pas sûr, et on va pas mentionner. Je ne le connais pas. Pas du tout. Non. Il ressemble pas. Non. Non, ça ne ressemble pas. Merci. J'ai une amie indienne, peut-être qu'elle peut nous éclairer dans la salle, mais Puntiak, non, ça ne dit rien. Mais c'est peut-être plus malgache ou plus... Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? J'aimerais savoir s'il y a une corrélation entre curry et massalé. Donc, c'est... Ah oui, j'ai sauté un peu. C'est vrai que je suis passée un peu vite sur les mots, mais vous l'aurez à l'écrit, vous pourrez regarder tranquillement. Alors, curry, bon, curry, c'est un mot français, hein, curry, parce que le U, je vous ai dit, il n'existe pas. Nous, on parle de curry, mais le curry, c'était la viande. C'était la viande que... Et les Anglais, ils entendent, ils ont mis un U, parce que eux, ça fait curry. Donc, et les Français ont fait curry, d'accord, mais c'est pas une épice, c'est vraiment le plat, c'est la viande, même pas le plat, c'est la viande en fait. Pour le plat, on va dire kojombe, par exemple, on va dire curry kojombe, c'est une sauce à la viande. Et le kojombe, ça donnait Colombo aux Antilles, par exemple. Et en créole, on va dire la sauce crevette, par exemple, on va garder le mot sauce. Mais le massalé, par contre, ça vient de masala. Vous voyez, le A faible, il devient E un peu, hein, massalé, masala, et c'est devenu massalé. Et c'est un mélange d'épices. C'est-à-dire, quand on prépare les plats, on broie des épices
juste avant, on prépare une pâte d'épices, voilà, sur la roche curry, etc. Et voilà, exactement. Et donc, ce mélange qu'on fait au moment hein, de la préparation et qui varie selon chaque famille, ben, c'est un masala. Donc on peut manger des crevettes masala, c'est pas. Et ici, ça donnait. C'est vraiment le nom d'une préparation très, très spécifique et très cadrée. Hein, je veux dire, si on change un peu, c'est plus du masalé, quoi. Donc, mais curry, il n'y en a rien à voir. Curry, c'est une invention anglaise et française, en fait. Hein. Voilà. Et en Inde, on ne dit pas que je vais mettre du curry dans mon plat. On ne met pas de curry, en fait. Ça n'existe pas. On fait le mélange d'épices. C'est plus le masala que curry. On n'emploie pas le mot curry. On a le curry, c'est la viande. Alors, je saisis l'occasion là pour une petite question, une petite remarque. Il y a une douzaine de créoles identifiés à travers le monde. On peut considérer. Et donc, évidemment, chez les Mauriciens, chez les Antillais, avec le Colombo justement comme exemple, chez nous, l'influence du tamoul, elle est évidente. Elle est structurante même de notre créole. Mais par exemple, dans des îles comme Haïti, il n'y a pas de présence tamoul. Donc, est-ce à dire que ces créoles-là sont profondément différents? Ah, mais ils sont complètement différents. Tu comprends le créole de haïtien, toi? Non. Alors, ils ont souvent comme langue substrat. Enfin, il y a beaucoup de chercheurs qui ont étudié la question en supposant qu'il y avait une langue africaine. Ils l'ont plus ou moins montré, c'est très contesté. Enfin, ils se disputent un peu autour de ça. Hein, d'une langue africaine qui aurait servi de. Bon, ça ressemble beaucoup plus, effectivement, à de l'africain qu'à du tamoul ou à du créole qu'à du français, etc. Après, il y a des créoles à base anglaise, des créoles à base portugaise, des créoles à base française, anglaise. Enfin, il y a plusieurs créoles, hein, il n'y a pas que à base française. Faut pas être sectaire non plus. Voilà. Mais le nôtre est le plus proche du français, en fait. Hein. Parce que, bon, après, les Français ont eu vraiment une politique très assimilationniste, hein, et ils voulaient que les gens parlent français, alors que les Anglais sont beaucoup plus cool. Ils ont laissé les gens parler ce qu'ils parlaient, et puis voilà, du moment qu'ils arrivaient à communiquer, c'était bon. Mais les Français ont vraiment eu ce besoin qu'on parle français, et puis depuis la fin de la colonisation, et bien, il y a l'école française, et il y a des textes incroyables où ils disent ça va être désormais que le français, parce que c'est l'école de la République, et on est en France, et bon, c'est sans doute pour le mieux, mais en écrasant, pour reprendre ton mot, en écrasant complètement l'identité et la légitimité d'un parler. L'école, ils ne peuvent pas parler ce qu'ils parlent dans leur propre pays, quoi. C'est comme s'ils étaient un peu étrangers chez eux. C'est quand même extrêmement malaisant, quoi. C'est ça qui est compliqué, qu'il faudrait vraiment arriver à résoudre. Alors, je vais peut-être vous apporter un petit élément. La conférence de Madame Ratinet ce soir, elle a été filmée. Et vous aurez donc sur le site de notre association, les Amis de l'Université, l'intégralité de la conférence et le PowerPoint qu'elle vous a diffusé. Donc là, vous aurez le lien de l'interview de la jeune élève, c'est ça? Oui, lycéenne. La jeune lycéenne qui explique ses difficultés à maîtriser le créole en étant... Non, le français en étant créole. Donc vous aurez tous ces éléments-là. Il suffit d'aller sur le site de notre association, voilà, qui apparaît là-bas, vous voyez. Vous pouvez prendre une petite photo pour retenir Voilà, il manque... oui, 3W, c'est vrai, tout à fait. Sinon, si personne d'autre ne veut prendre la parole. Est-ce que vous avez été amené à voir dans votre cabinet des enfants des nouveaux migrants? Je pense qu'en métropole, par exemple, les enfants qui viennent du Maghreb ou bien d'Afrique équatoriale, par exemple, ou même d'Ukraine, voilà, ils ont aussi de réelles difficultés à apprendre le français. Bien sûr. Est-ce que ce sont les mêmes difficultés que celles que vous rencontrez avec les enfants qui sont encore créolophones? Des nouveaux migrants, des gens qui arrivent vraiment, je n'en ai pas vraiment. Les Maorais, par exemple. Oui, mais souvent ils sont nés ici, ce que je vois. Hein. J'ai pas de gens qui arrivent sans parler du tout français. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des petits Sri Lankais
qui avait été adopté par une famille française. Et, mais on n'a pas vraiment ce cas de figure. Pour prendre mon expérience, parce que moi je suis arrivée sans parler français, et puis j'ai appris le français, c'est quand même presque, enfin c'est contre-intuitif, mais c'est plus facile d'apprendre une langue complètement. Au moins on sait où on est. On mélange pas. Le créole, la difficulté, c'est qu'on ne sait jamais. Hein, il y a des enfants qui me disent j'ai tombé, ben, pourquoi ils ont parlé français parce qu'ils ont dit je. Tu vois, mais c'est à mi-chemin entre les deux, c'est pas du bon français, c'est pas du bon créole et c'est un interlègue, mais eux-mêmes ils ne se situent pas quand ils disent ça. Donc ça complique un peu. Et les migrants, enfin j'entends j'entends dans des émissions et tout des deuxième génération de migrants, ils parlent français parfaitement, enfin, comme moi, ou comme d'autres gens. Enfin voilà, c'est peut-être plus facile de savoir où on est que d'apprendre une langue sans vraiment que les règles de fonctionnement de chaque langue aient été clarifiées, quoi. À l'école, quand les enfants arrivaient, même quand on savait qu'ils ne parlaient que créole à la maison, on leur parlait que français, puis on se disait, tu apprends, c'est comme ça, quoi. Rien n'était jamais expliqué, on ne disait pas bon en créole on dit comme ça, en français on dit comme ça, etc. On part du principe que étant français, ils doivent parler français ou ils doivent comprendre le français comme ça un peu magiquement, mais peut-être plus facile pour les migrants finalement. Je crois que je vais conclure. Alors on vous remercie encore. On retient quand même ce soir pour la première fois, pour les historiens de la salle, que c'est la première fois que j'entends la version « oreilles » qui viendrait du mot indien d'oreille. Alors, tu n'as pas lu mon livre, hein? Pas encore. Ah, voilà. Alors, justement à ce sujet-là, dans le livre que j'ai écrit et qui porte sur la famille Chanam, j'avais trouvé cette explication du mot « oreille » que j'ai mis en note. Et puis, on m'a fait beaucoup de remarques en disant « mais d'où tu tiens ça ?» Alors je l'ai lu sur un site internet et tout cela, et j'en ai parlé à, comment il s'appelle, Vatbled, son prénom m'échappe, Jean-Philippe Vatbled, l'autre jour quand nous nous sommes rencontrés au colloque à Saint-Paul, et il m'a dit, ça ne tient pas le coup des oreilles, d'oreille. Pourquoi? Parce que ce mot-là, on le retrouve en Nouvelle-Calédonie, on le retrouve en Martinique et partout ailleurs. Et alors, donc, la diaspora indienne, elle est il y a des gens, il y a des Indiens aux Antilles, il y a des poulets, par exemple ici on a des noms de famille, je ne vais pas parler des noms de famille, mais le tamoul est caché un peu dans les noms de famille, hein, parce que Sinimalé c'est petite montagne, Kojandé c'est bébé, enfin on a plein de, je crois que je les ai écrits, je crois, hein, mais on a plein de, aux Antilles, on a des poulets, mais c'est P-O-U-L-E-T. C'est des Indiens, hein, mais ils s'appellent poulets, comme des poulets. Enfin, il y a des Indiens partout. Hein, Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Non. Je vous passe le micro. Et après, oui, d'abord, merci beaucoup Sylvia pour cette conférence extrêmement riche et extrêmement enrichissante. Alors moi, je voulais témoigner juste d'une petite chose, c'est que à Pondichéry, l'influence du français a aussi influencé la manière de parler tamoul. Par exemple, vous allez reconnaître un pondichérien qui parle tamoul parce qu'il va dire « oui, donc », parce qu'il va rajouter le don. Voilà, le don qui vient du français. Et ainsi, par exemple, il va dire Kusini, Kusini, c'est la cuisine, donc parce que c'était un comptoir français. Et donc l'influence de la langue française est très présente dans le tamoul parlé à Pondichéry. Et d'ailleurs, ça fait un peu rire les gens. Mais il y a un créole pondichérien. Tout à fait, voilà. Et il y a un créole pondichérien. Donc voilà, juste, je ne veux pas rajouter plus que ça, c'est pour dire que c'est extrêmement enrichissant. Merci Sylvia. Il y a deux personnes encore qui voudraient donc vous poser des questions. Oui, je voudrais savoir si votre travail est inédit ou est-ce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont fait des recherches similaires ou avant ou en ce moment. À ce que je sais, c'est inédit. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chercheurs qui parlaient tamoul et français et créole. Donc pour l'instant, je n'en ai pas trouvé d'autres. Donc, oui, ben, bravo encore. Bon, bonsoir, c'était très bien, au niveau de l'élocution
de la séance. Par contre, moi j'ai une question, j'ai entendu que vous parliez poulet. Oui. Alors, quand on trouve un poulet au milieu de la route dans un sac en plastique, alors, bon, moi ça fait 28 ans que je suis à La Réunion, on me dit surtout ne passe pas sur le sac où il y a le poulet. Oui, mais ça, bon, ça alors c'est... vous non, êtes ça, tamoul, expliquez-moi. Non, moi je suis tamoul, mais je suis pas... bon, ça c'est des histoires de sorts, etc. Mais poulet, c'est quand même... Ah bon, oui, c'est pour ça que ça veut oui, dire. c'est une caste. C'est la caste des Pilei. C'est une caste assez haute, d'ailleurs. Hein, c'est une caste assez haute. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a que des intouchables qui sont arrivés ici, mais pas vraiment, parce qu'il y avait aussi des ouvriers, des artisans et tout ça. Et donc les Pilei qui sont devenus poulets, mais d'ailleurs poulets avec deux L, hein, parce que c'est des Pilei, et ben c'est une caste assez cotée. Voilà. Mais il faut quand même éviter de rouler dessus, quand même. Hein. Oui. Non, mais c'est ça que je voulais avoir la réponse. Ils peuvent nous mettre des PV. Si on continue là. Merci. Alors, en bon créole, qu'on est là quand même majoritairement, jamais ne passe pas sur un panier de sang comme Jamais. ça, hein, sur un poulet. Sur un chiffon rouge. Surtout pas. Donc on contourne, sinon là, si par malheur nous l'a roulé dessus, ben là, le canard est noir. La canard est noire. Alors, donc, il y a encore une question, et puis après, je crois qu'on va clôturer notre séance. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Est-ce que vous avez pu identifier précisément les points d'intellect qui posent des difficultés aux élèves, aux jeunes, dans justement cette confusion parfois entre le français et le créole? Oui, quelques-uns. Le genre, par exemple, l'utilisation de être et avoir, qui n'est pas le même en créole et en français. Les conjugaisons, parce qu'en créole on ne conjugue pas. Voilà, on dit nous ça va, on ne va pas dire nous allons. Le on, pour les élèves français, nous et on, ONS, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais pour le petit créole, c'est compliqué. Alors de temps en temps, il va mettre ONT, des fois il va mettre ON. Enfin, c'est pas quelque chose qui est porteur de sens, parce que quand il parle, il ne l'utilise pas. On ne conjugue pas. Donc ça, c'est important. Les prononciations... qui sont un peu plus relâchées en créole et ne sont pas toujours reconnues quand c'est dit en français. En grammaire, par exemple, les enfants vont me dire ah ben là je mets ET parce qu'on a dit et. Mais, on peut dire et que ce soit EST, mais ils ne vont pas passer par le sens. Ils vont vraiment se fier à l'oreille parce que je pense qu'ils apprennent comme ça le français à l'oreille et je leur dis non, parce que si c'est un Marseillais qui parle ou même un Réunionnais, il va dire tout en et ça peut quand même être... Il y a quand même une explication, il y a quand même un fondement de grammaire. Enfin, si, il y a beaucoup de points, hein, mais on n'a que ça en fait, on fait que ça toute la journée en fait. On travaille sur ces points-là. Si ça vous intéresse, on pourra essayer de les noter. Il m'a semblé que j'avais vu une anecdote de Patrick Chamoiseau qui disait qui parlait de la créolisation et non de l'utilisation. C'était un des thèmes du salon Athéna sur Saint-Pierre. Et il m'a semblé que ce que la Réunion est devenue, ça ne vient pas que des Tamouls, de toutes les ethnies du monde entier qui sont venues et qui ont formé une nouvelle langue. Et donc toutes ces ethnies. Bien sûr, il y avait déjà un créole qui était parlé, il y avait déjà un français qui était parlé, donc le créole qui était parlé, il était fait de malgaches, d'indiens aussi, hein, parce que les Indiens les Tamouls ont été constants pendant toute l'occupation de la Réunion. Il y a eu des Indiens, pas autant que pendant l'engagisme, mais il y avait toujours 15 par-ci, 10 par-là, ils étaient dans les habitations. Souvent, ils étaient aux cuisines, ce qui fait que la cuisine indienne a pris le dessus comme ça dans l'alimentation. Mais oui, bien sûr que c'est un creuset de toutes les langues, bien sûr. Enfin, ça n'est pas, la question ne se pose même pas, mais c'est vrai que l'influence indienne, elle est complètement invisibilisée, alors qu'elle est assez forte, quoi. Je ne pense pas que si on prend de l'africain, parce que même d'Afrique, ils venaient de plusieurs endroits. Alors, ils avaient peut-être un peu le swahili en commun, mais ça ne transparaît pas. Après, je n'ai pas étudié, parce que je ne connais pas le swahili, mais je pense que l'influence indienne, elle était forte et pas
comme ça s'est fait un peu en misouk, hein, en fait tous les mots ont été traduits, bah, finalement on se retrouve avec du français un peu bizarre. Donc c'est pour expliquer un peu cette bizarrerie que je voulais... je pense que ça fait du bien aussi aux habitants de l'île de se dire qu'on peut raccrocher le créole à une langue qui est millénaire, qui existe depuis l'Antiquité, hein, ce qui n'est pas le cas du français par exemple. Hein. Le tamoul est une langue de culture, une langue de poésie, d'écrivains et tout depuis l'Antiquité. Donc si on peut changer le point de vue et de dire c'est pas parce qu'on n'a pas mis un verbe être à tel endroit qu'on parle mal, parce qu'il y a des gens qui parlent mal depuis l'Antiquité, qui écrivent des livres et qui écrivent de la philosophie, etc. Ça peut donner un certain espoir pour que le créole devienne une langue de culture, etc. Voilà. C'était un peu le but aussi de ce travail. Je crois que ça, c'est la belle phrase qui termine notre soirée ce soir. Le créole peut devenir une langue de culture. On applaudit encore une fois Sylvia. Je voulais aussi remercier Pascal, qui est toujours présent, et sans qui on ne pourrait pas fonctionner aussi simplement et aussi bien dans cette salle, et la mairie de Saint-Pierre, évidemment, la municipalité. Alors, juste avant que vous ne sortiez, il y a 3 conférences à venir encore que nous allons donner dans l'association. Le 7 novembre, un jésuite au cœur de l'engagisme indien. Donc, encore une fois, c'est la 3e fois ce trimestre que nous avons une thématique autour de l'Inde. Donc, le 7 novembre, vous retenez déjà un jésuite au cœur de l'engagisme indien, l'œuvre du Père Laroche à La Réunion, par Madame Ramasamy Djankon. Le 21 novembre, de la physique, donc de la nouvelle étoile à la mort des étoiles, une brève histoire de l'astronomie à travers les supernovas, donc avec Bruno Pagani, qui l'année dernière était un de nos intervenants, organisateur dans le grand congrès des Deux Infinis, le grand congrès de physique, qui était remarquablement bien fait. Et enfin, le 5 décembre, des pyramides de Gizeh aux chambres de Barabar, sommes-nous la première civilisation humaine avancée de la Terre. Là, on fait référence évidemment à ce savoir-faire exceptionnel et toujours incompris de nous, de ces fameuses pyramides. Donc par Patrice Poulard. Donc je vous invite à venir à nos conférences, je vous invite à adhérer à notre association, et je vous remercie beaucoup ce soir d'être venus. Voilà. Merci à tous.